suis médecin, effectivement, professeur de génétique médicale à l'Université de Toulouse, dans le service de génétique médicale du CHU de Toulouse, et je me suis de très longue date intéressé à la génétique ophtalmologique en travaillant dans divers domaines, en commençant d'ailleurs par plutôt la rétine, avec une longue et fructueuse collaboration avec l'équipe de Necker, Jocelyne Kaplan, Jean-Michel Roset. Et puis, dans mon attirance naturelle pour la pédiatrie, de par mon métier de généticien, je me suis intéressé ensuite aux malformations oculaires qui me paraissaient bien orphelines et qui avaient besoin d'être démantelées et expliquées. Qu'est-ce qu'une malformation oculaire congénitale ? Une malformation oculaire congénitale est une affection malformative qui apparaît donc dès la naissance, c'est-à-dire qu'elle s'est constituée avant la naissance, et qui va toucher soit l'œil en entier, dans sa taille, dans sa forme, soit les structures qui composent l'œil. On peut citer le cristallin, le vitré, la rétine, le nerf optique, la cornée, etc., etc. Quelles sont les causes d'une malformation congénitale ? Les malformations congénitales, pour poursuivre la question précédente, sont des anomalies relativement rares. En moyenne, si on prend l'ensemble des anomalies congénitales, c'est à peu près une naissance sur 10 000 enfants, en moyenne. Les causes sont variées. Elles sont assez mal perçues en ce qui concerne les causes que l'on dit environnementales, qui sont toxiques, médicamenteuses ou infectieuses. Et elles sont évaluées autour de 2% ces causes environnementales. Donc ça veut dire que 98% de ces causes sont génétiques. Elles se partagent entre des causes chromosomiques, qui sont des anomalies de chromosomes entiers, qui sont donc des anomalies majeures, et des causes plus subtiles de dysfonctionnement d'un gène ou de plusieurs gènes, ou d'un réseau de communication de gènes qui sont plus focales, mais qui n'en sont pour autant pas forcément moins sévères. Quelles sont les malformations les plus répandues ? Si l'on accepte les cataractes, et il ne faut pas totalement les accepter puisqu'elles accompagnent beaucoup des autres malformations auxquelles nous nous intéressons et qui font souffrir nos patients. Les cataractes sont les plus fréquentes, elles se situent entre 2,3 et 12-15 pour 10 000 naissances, ces cataractes congénitales. Les anophtalmies, microphthalmies représentent dans leur globalité en gros 1 à 2 naissances pour 10 000. Et les anophtalmies sont beaucoup plus rares que les microphthalmies, entre 0,2 et 0,5 pour 10 000. La microphthalmie, c'est une réduction globale de la taille de l'œil, tout simplement, qui est soit isolée, auquel cas, sans malformation associée, ça s'appellera une anophtalmie, soit associée à d'autres malformations qui vont la rendre plus ou moins complexe, malformations dont j'ai déjà cité les organes qui peuvent être atteints. D'autres anomalies sont encore plus rares. On peut prendre comme exemple l'anéridie, dont la fréquence maximale est aujourd'hui évaluée autour de 1 sur 60 000, et c'est probablement même un tout petit peu moins. L'anéridie, c'est l'absence congénitale d'iris, c'est la partie visible de l'anomalie. C'est en fait une maladie qui touche l'ensemble de l'œil, incluant la rétine et le segment antérieur. L'atteinte oculaire peut-elle être isolée ou associée à d'autres pathologies ? Alors les atteintes oculaires peuvent s'intégrer dans ce qu'on appelle les syndromes. Un syndrome, c'est un ensemble de signes et de symptômes qui est récurrent chez l'ensemble des patients qui le présentent et qui permettent ainsi de le reconnaître et d'en avoir ou la suspicion ou même le diagnostic clinique. Oui, les malformations oculaires s'associent volontiers à des syndromes, et ces syndromes sont parfois sérieux dans le cadre du pronostic global de l'enfant. On peut, à titre d'exemple, dire que dans les enquêtes qui ont été menées, qui sont assez imprécises pour des tas de raisons, on estime que de 30 à 90% des enfants examinés ont d'autres anomalies que les anomalies oculaires. Si on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire que l'on regarde la participation des anomalies oculaires dans des syndromes connus et recensés par les généticiens, plus de 250 syndromes sont recensés comme présentant des microphthalmies ou des anophtalmies. Beaucoup plus encore si on prend d'autres anomalies oculaires, et ça devient extrêmement nombreux si on prend les cataractes, par exemple. Quels sont les troubles visuels observés ?
les troubles visuels vont bien entendu dépendre de la malformation. Si on prend l'exemple des anophtalmies, il n'y a pas d'appareil visuel, il n'y a donc pas de vision. C'est une nécessité globale. Les microphthalmies, en fonction de leur sévérité, vont aboutir à des pronostics intermédiaires. Ça peut être quelque chose de relativement tolérable avec un pronostic visuel acceptable, entre guillemets, dans une inclusion dans une vie sociale plus aisée. Ça peut être quelque chose de très sévère. D'autres anomalies qui vont donner des grosses malformations du segment antérieur de l'œil, de la partie antérieure de l'œil, qui sont difficilement réparables, vont donner aussi des handicaps visuels sérieux. Enfin, il y a des atteintes de la rétine, et donc on peut avoir de véritables maladies rétiniennes ou du nerf optique, des anomalies du vitré, des opacifications qui peuvent être sévères, de la cornée, du cristallin, qui elles sont plus accessibles à des traitements chirurgicaux classiques. Un diagnostic dès la naissance permet-il de préserver la fonction visuelle à l'âge adulte ? Il est absolument indispensable que les enfants qui sont porteurs de cette malformation congénitale soient vus le plus tôt possible pour avoir les interventions le plus tôt possible. Hélas, dans beaucoup de cas, il ne sera pas possible de corriger les choses. Mais il est important, d'une part, de faire le point sur les anomalies oculaires qui sont rencontrées, d'essayer de voir quelle est la surveillance qu'il faut mettre en place, de détecter les autres complications. C'est une véritable approche pluridisciplinaire avec les ophtalmopédiatres, avec les généticiens. Dès qu'il y a un trouble du développement associé, parce que ces troubles du développement et du neurodéveloppement particulier peuvent faire partie des associations, et on estime en gros que 20% des enfants qui sont atteints d'une malformation oculaire sérieuse ont une difficulté de développement intellectuel. Donc là aussi, il ne faut pas hésiter, faire appel au neuropédiatre. C'est donc une véritable exploration multidisciplinaire et la plus complète possible qui permettra de surveiller, d'évaluer le pronostic, de préserver au mieux la vision à long terme, même si c'est sans issue de guérison totale aujourd'hui, et d'assurer à l'enfant le meilleur suivi et la meilleure insertion possible. Quel est le déroulé du conseil génétique pour les familles risquant d'avoir un enfant atteint par la maladie? Les familles concernées, le conseil génétique passe par la première étape, c'est celle du diagnostic. Le diagnostic, à mon sens, doit aboutir dans l'immense majorité des cas à proposer l'état génétique. Je vous l'ai dit, 98% des formes sont génétiquement déterminées. Pourquoi déterminer le test génétique? Dans certaines affections, c'est absolument indispensable. Le problème est que la performance du diagnostic génétique va dépendre de la maladie en question. Donc il faut là aussi un bon diagnostic clinique au départ. Exemple, dans l'aniridie, le diagnostic va avoir lieu de 90% des cas. Le test génétique est absolument indispensable parce que l'aniridie peut cacher d'autres maladies qui mettent en jeu le pronostic de l'enfant. Il faut absolument le faire. Dans d'autres cas, ce sera strictement assujetti au souhait des parents de connaître la raison. Mais en ce qui concerne la délivrance d'un conseil génétique, c'est-à-dire de prévenir du risque de récidive, de quantifier ce risque de récidive, de mettre en place une éventuelle enquête familiale, il est absolument nécessaire d'aller vers la démarche génétique. Alors, dans les anophtalmies, microphthalmies, le taux global de succès est autour de 15% pour les microphthalmies, 30% pour les anophtalmies complètes. Dans d'autres malformations que vous connaissez bien, qui sont par exemple la maladie Jackson-Fehlriger ou de Peters, le taux de succès de découverte de l'anomalie génétique varie de 30 à 60%, et dans d'autres cas, il est encore trop faible pour que l'on puisse s'en satisfaire. Et on attend beaucoup du plan France Médecine Génomique et du séquençage du génome entier pour élucider ces cas qui restent insolubles. Financement de la recherche. Quel rôle pour les associations? Le rôle des associations de patients a toujours été un soutien à la recherche. Une association comme Retina France consacre tous les ans une bonne partie de son budget et a toujours ouvert la porte à la recherche sur les malformations oculaires. D'autres ont des budgets qui sont moins conséquents, mais le font également. Comment améliorer selon vous la prévention des affections visuelles dès le plus jeune âge? Les mesures à mettre en œuvre sont d'assurer d'abord le diagnostic, de fixer, tant que faire se peut, un pronostic, et d'assurer à ces enfants un suivi, ne jamais baisser les bras,
parce que des complications peuvent survenir et ces complications peuvent être traitables, parce que la maladie peut aussi évoluer favorablement et qu'il ne sera pas nécessaire de prévoir un certain nombre d'interventions, et puis parce que la maladie, dans le cadre des maladies générales, s'inscrit dans une suite potentiellement évolutive, et même à l'âge adulte, il ne faut jamais désespérer de continuer à suivre ces patients pour leur éviter le maximum de choses. Aujourd'hui, bien entendu, refaire un appareil visuel complet à partir d'une ophtalmie est quelque chose qui relève de la science-fiction. Néanmoins, il est possible, et dans certains exemples, comme celui d'Aniridi par exemple, d'imaginer qu'on puisse réparer des malformations après la naissance. Une intervention in utero, parce que vous avez bien compris que le défi serait de traiter ces malformations avant qu'elles ne se mettent en place au cours du développement embryonnaire, est aujourd'hui impossible pour des raisons éthiques et pour des raisons technologiques. L'éthique ne permettrait pas la mise en place de technologies dont la fiabilité et la dangerosité ne sont pas encore évaluées. Il nous faut encore attendre. Mais rien ne permet de ne pas envisager dans le futur, avec l'amélioration des techniques, avec l'amélioration de leur emploi, de la compréhension de ces mécanismes, que l'on puisse disposer d'un répit, d'une fenêtre thérapeutique qui permettront de tenter de faire régresser au moins partiellement ces malformations et d'améliorer largement le pronostic. En un mot, il faut que les enfants soient vus, que les diagnostics soient faits, qu'ils soient suivis et ne pas baisser les bras. Retina France fonctionne avec vos adhésions, dons et legs. Pour soutenir l'association, rendez-vous sur retina.fr.